Il n'y a jamais, à aucun moment, tous les Blancs qui vont croire que tous les Noirs sont laids. Et ça, il faut le rappeler. Toujours des Blancs qui vont rappeler que les Noirs sont beaux, certains sont beaux. Tous les hommes qui vont désirer des femmes noires, qui vont s'acheter une maîtresse dans le marché aux esclaves, ils la désirent, ils la trouvent belle. Ça, c'est clair. Mais quand on vient à discuter de façon abstraite, le noir, la noirceur va être perçue comme étant quelque chose de non désirable. Et quand la guerre civile en 1861-65 émancipe les esclaves, 4 millions d'esclaves qui se retrouvent libres, on va débuter un travail de déconstruction de ces préjugés racistes. Là, je vous montre quelques images. Ici, c'est nos fameux scientifiques, notre scientifique d'Harvard qui va donc montrer des exemples de noirs pour bien les catégoriser. Toute une série de photos qui les décortiquent, mesure les crânes, etc. Et on se retrouve avec des anciens esclaves qui nous posent des problèmes. La petite fille à gauche, c'était une esclave. Celle au milieu, elle a les traits plutôt de quelqu'un qu'on associe à un noir, mais elle a la peau blanche. Et ça, c'est tout le problème de la mixité. De la mixité avec le temps, mais ici, ce sont tous des enfants qui étaient en esclavage et qui se retrouvent émancipés dans leur corps follet après la fin de la guerre. Mais on se retrouve avec des catégories surprenantes. Et ces photos-là vont être prises par des abolitionnistes après la guerre, vont envoyer dans le Nord pour montrer, regardez, on a asservi des Blancs. Et c'est choquant. C'est choquant pour la masse américaine, qui, je veux le rappeler, les Noirs vont toujours constituer environ 10 à 12 de la population américaine, 20 des fois au début, mais majoritairement 10 à 12 Donc il y a quand même 80 90 de Blancs. Et c'est choquant. Très choquant, ce moment. Il y a donc un gros travail de déconstruction qui va devoir se faire à partir de 1865. Quand les activistes noirs, les premiers activistes noirs qui vont vouloir mettre fin à l'esclavage, ce sont des Noirs en particulier. Il va y avoir des Blancs, mais il va y avoir beaucoup de Noirs qui vont travailler. Ils vont s'obstiner un peu sur le corps noir. La question est, est-ce que le corps noir sont perçus comme étant laids parce que ce sont des esclaves? Ou est-ce que c'est parce que l'esclavage rend les corps laids? Si vous travaillez comme une bête de somme, que vous êtes fatigué, usé, battu, est-ce que c'est l'esclavage donc qui déforme ou juste la condition d'esclave? Et ça, ils ne vont pas s'entendre là-dessus. Et il y a aussi qu'on en vient à un moment où on se demande, est-ce que ce qui est noir, on le trouve beau? Même nous, en tant que noirs. Mais au 19e siècle, ces penseurs-là, ces activistes-là rejettent complètement l'idée que la race, ça serait quelque chose de complètement biologique. Pour eux, ce n'est pas inné, c'est construit. Et globalement, on peut dire que collectivement, en très grande majorité, les Noirs vont assimiler la haine d'eux-mêmes pendant les décennies qui vont suivre. Comment on le retrouve? Dans la représentation de la beauté noire, comme étant d'abord avant tout les femmes noires qui sont d'origine métisse, mélangée. Donc, qui sont à moitié blanches, comme les Quarterones de la Nouvelle-Orléans, ici, qui étaient représentées comme étant les plus belles femmes noires, chez beaucoup de Noirs aussi, chez les Blancs, mais chez les Noirs aussi. Quarterones, c'est un quart noir. Les Octorones, 1/8 de noir, ça, c'est encore plus belle. Les femmes qui avaient parfois des yeux bleus, les cheveux moins raides, la peau moins foncée. Et si on regarde les chiffres de vente des produits de beauté de Mme Walker, la première multimillionnaire afro-américaine, on peut juste se dire qu'il y en a beaucoup, des Afro-Américains qui n'en voulaient plus de cheveux raides et qui voulaient une peau
plus pâle, hein, le tan-off, produit qu'on met pour blanchir la peau. On a plusieurs à faire fortune. Il y a vraiment une intégration, pas chez tout, mais chez une majorité de la population noire, de ces critères de beauté à cette époque-là. Les années après la guerre civile, ça va être des années où on va travailler très fort pour séparer les Blancs des Noirs. Hein. Ça va être les Blancs qui vont mettre en place un régime suprémaciste blanc, vont mettre en place notamment le système de ségrégation dans lequel on va, théoriquement, les Noirs ont les mêmes droits politiques que les Blancs, mais dans les faits, on va interdire l'accès à des professions, à des lieux publics. On va limiter leur accès au restaurant. On va faire les magasins dans un endroit, mais on va manger au restaurant de cet endroit-là. Quand ils vont au zoo, ils peuvent y aller un jour par semaine parce que les 6 autres jours, c'est pour les Blancs, etc. On va diviser la société civile. Et il y aura des activistes noirs qui vont travailler très, très fort pour lutter contre cette idée de la ségrégation. La ségrégation, on disait à cette époque-là, c'est correct parce que c'est séparé, mais c'est égal. Hein? C'était le grand argument défendu par la Cour suprême pour légitimer la ségrégation. Dans les années 30-40, il y a un couple de psychologues noirs qui vont faire des expériences psychologiques. Le couple s'appelle les Clark, hein, Kenneth et Mamie Clark. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont présenter aux enfants noirs des dessins, des croquis d'enfants qu'on peut voir à cause de la façon dont on présente les traits, comme étant soit des enfants noirs ou des enfants blancs, ou en leur présentant des poupées blanches et noires. Et on va demander aux enfants de choisir le croquis ou la poupée qui les représente eux. C'est des enfants de maternelle ou d'une année avant, là, 4 ans, 5 ans, tout jeune. Ce qu'on va se rendre compte, c'est que ces enfants noirs-là, qui vivent dans la société ségrégée de Washington, D.C., ils ont plusieurs réactions. Okay? Ils n'ont pas juste une réaction, mais ils vont dire, en voyant les poupées ou les sketchs, moi je ne suis pas là. Il n'y a pas rien qui me ressemble, ni le noir, ni le blanc. Moi je ne suis pas là. Parce que le noir, c'est pas désirable. Puis le blanc, ben, c'est pas eux autres. Ils vont dire, en voyant une poupée noire, it's a nigger. Un terme très péjoratif. On va dire negro, ça c'est le terme acceptable de l'époque, mais nigger, c'est laid, c'est laid. It's a nigger. Et le petit enfant va dire, I'm a nigger. Il y en a d'autres qui vont se mettre à pleurer parce qu'ils ne veulent pas choisir, ils ne veulent pas s'identifier à la noirceur. D'autres qui vont se mettre à rire, hein, un peu niaiseusement, parce qu'ils sont trop nerveux, sans être capables de pointer la poupée. Il y en a d'autres qui vont dire que les poupées brunes sont laides, sont sales, sont méchantes. Et les poupées blanches, elles vont être décrites comme étant jolies, propres ou belles. Il y a quelques enfants, eux, qui vont dire la poupée n'est pas là parce qu'il n'y a pas de poupée avec la peau verte, ou la peau rouge, ou la peau mauve. Des couleurs qui n'existent pas, mais à laquelle ils peuvent, dans leur imagination, s'identifier. Les Clark vont reproduire à plusieurs reprises cette expérience dans différents milieux. Et il y a d'autres scientifiques qui vont reproduire l'expérience ailleurs, parce que l'expérience elle est excessivement intrigante. Elle est basée sur une théorie de Jean Piaget, qui était l'ultime psychologue de l'époque, qui était bien hot, et qui voulait que toute la création de la personnalité des enfants venait d'où? Elle venait de cette capacité de s'identifier par rapport aux autres. Un humain, ça se développait bien quand il était capable de se représenter par rapport aux autres. Et tout à coup, ce que l'expérience venait démontrer, c'est que les enfants noirs étaient dans une espèce de trou, hein, de néant, de représentation. Ils n'étaient pas capables de se positionner socialement, et s'ils se positionnaient, c'était dans l'infériorité. Et donc, ce qu'on montrait, c'est que la ségrégation, ça faisait des dommages extraordinaires à la conscience de soi de ces enfants-là, et que par conséquent, séparer, c'est jamais égal. Et cet argument, cette expérience-là, va être utilisée en cours dans une cause de déségrégation des écoles en 1954,
Et cette cause, décision de la Cour suprême qui va dire qu'il faut mettre un frein, un arrêt aux écoles ségrégées, va marquer le début du mouvement des droits civiques. Et on se rend à Washington et on se rend à Martin Luther King et à son I Have a Dream. Et là, ça va changer. Et là, on va avoir une société intégrée. Mais ce sont des enfants à qui on demande de se représenter une poupée et qui disent que la poupée noire, 90 ans après la fin de l'esclavage, elle est laide. C'est terrible. C'est terrible comme histoire, mais c'est l'argument clé pour mettre fin à un système politique et éducatif ségrégationniste. D'où l'importance de la beauté, de la perception de la beauté et de la laideur. Le mouvement des droits civiques va être suivi de ce qu'on appelle le Black Power. Le mouvement des droits civiques, c'est l'acquisition des droits, les marches, le militantisme plus petit bourgeois. Puis ensuite, c'est le mouvement du Black Power avec des réclamations plus vigoureuses, avec les Black Panthers qui prennent les armes dans les quartiers urbains. Là, ça devient plus dynamique. Et à ce moment-là, c'est là qu'on va apparaître le slogan « Black is beautiful ». Et qu'est-ce que c'est le mouvement du Black is beautiful? C'est le rejet complet de l'idéal de beauté ségrégationniste blanc. C'est on embrasse notre blackness, notre noirceur. Et non, on ne s'étirera plus les cheveux. Non, on va mettre à l'avant des mannequins noirs foncés. Puis on va les trouver belles. Puis on va encourager ça chez nos enfants. Et on va donner des trucs, en fait, pour combattre la honte profonde qui était associée aux caractéristiques noires. On va voir apparaître vraiment de nombreux jeunes hommes et jeunes femmes vont embrasser cette identité-là dans les années 70. Et on va même avoir apparaître un livre qui s'appelle The Black is Beautiful Beauty Book, dans lequel on va dire se lisser les cheveux, c'est des vieilles idées, c'est révolu. On n'avait plus rien à faire avec nos cheveux, on ne veut plus ça. Et ce qu'on veut dorénavant, c'est être ce qu'on est fondamentalement. Il y a une certaine ironie au mouvement Black is Beautiful parce que c'est comme si on ne remet pas en question les catégories de race. On célèbre la race. On célèbre tout ce qui était intrinsèque au corps, sans les questionner. Et ce qu'ont jamais fait les activistes du 19e siècle. Mais c'est toujours un cul-de-sac, ça. Le cul-de-sac essentialiste. Parce qu'on s'en fait dans une catégorie qui est créée par d'autres qui visent à nous diminuer. Et c'est un peu la limite de ce mouvement-là. En 1974, on a un étudiant de sociologie noire qui s'appelle George William, qui va faire un mémoire de maîtrise. Et là, vous voyez comme un mémoire de maîtrise, ceux qui sont à la maîtrise peuvent avoir de l'écho. Vous allez voir ça. Il va se demander à quel point le mouvement Black is Beautiful a changé la perception que les Noirs avaient d'eux-mêmes. Et la question de son mémoire, c'est est-ce que les Noirs croient vraiment que Black is beautiful? Do they really believe that Black is beautiful? C'est la question. Lui-même va trouver que la campagne est formidable. Il va admirer à quel point les personnes noires vont se faire les promoteurs de tout ce qui est noir. Là, surtout dans les années 70, au groupe noir, et on mangeait de la cuisine soul, on écoute de la musique soul, on danse la musique soul, puis on pourrait comment continuer le soul, là, tout est soul. On aime ça, c'est bon. Les Jackson 5 sont au sommet de leur art. Il y a une augmentation évidente de l'estime collective des Noirs à cette époque-là. Et il y a un changement réel par rapport aux cheveux. Le cheveu naturel est vraiment embrassé et on va cesser donc de toujours les lisser. Les enfants et les femmes vont préférer les cheveux naturels, mais les hommes adultes vont continuer à préférer les cheveux lisses. Par contre, c'est une exception. Là où ça ne change pas, c'est sur la couleur de la peau. Mais il y a une différence par rapport au passé. Les Noirs préfèrent les couleurs brun moyen et brun pâle, mais pas les trop pâles et pas les trop foncés. Donc,
dans cette nouvelle catégorisation-là, le noir acceptable, c'est celui du milieu. Et ça a quand même un écho, parce que dans la communauté noire, puis c'est beaucoup d'individus, là, on parle de plusieurs, moins de 20 millions de personnes en 1970, 20 millions de noirs certainement aux États-Unis à cette époque-là, on retrouve des églises qui n'acceptent pas les noirs à la peau trop foncée. Hein, vous ne pouvez pas faire partie de notre communauté si vous avez la peau trop foncée. Vous ne pouvez pas faire partie dans les universités de sororité ou de fraternité si vous êtes trop foncé. Le trop foncé, ça ne va pas bien. La première chose qu'on demande quand quelqu'un vient d'avoir un bébé, quand les mamans placotent, les matantes placotent, quelle couleur est sa peau? On craint que les gènes, les vieux gènes aient été en action et que le bébé soit né plus noir que les parents. Et ça continue à se demander encore aujourd'hui. Et aussi, quand un jeune rencontre un amoureux, how dark is he? Donc, la question de la peau demeure un enjeu. Parce qu'on sait que c'est plus facile d'être accepté si on est plus pâle. Pourquoi? Parce que la blackness est associée à la laideur, toujours. Donc, qui continue dans les années 70, mais encore aujourd'hui. Et donc, ça demeure un enjeu à cette époque-là. Aujourd'hui, les choses ont changé. Okay? Ça va beaucoup mieux, même s'il y a des épisodes abominables dans l'histoire avec les Noirs. Jefferson nous l'a montré, les arrestations. Un jeune noir a aujourd'hui beaucoup plus d'opportunités que n'a eu aucune génération de jeunes noirs avant lui. Est-ce que ce sont les mêmes opportunités que les blancs? Non. Mais il y a la classe moyenne noire, elle existe. Elle est en très bonne santé et il y a un progrès. Hein? Dans la grande échelle, dans la longue durée, il y a un progrès. C'est clair. Mais les idéaux sur la beauté continuent de miner les peuples noirs américains profondément. Qu'est-ce que c'est Michael Jackson? Plus que n'importe quel autre. Michael Jackson, c'était un enfant de la soul music adoré qui est entré dans le cercle pratiqué depuis des générations de tirer les cheveux, de pâlir la peau. Bon, on sait que tout allait pas bien dans le coco, mais qui est quand même revendiqué par les Noirs comme étant un musicien noir. Il y a personne, les Afro-Américains adorent Michael Jackson. C'est un amour inquestionnable. J'ai osé une fois, je ne sais plus. Et certains préjugés demeurent tenaces. Très peu de mannequins noirs dans la mode. Très, très peu. Lupita, c'est une exception récente, très réjouissante. Des blogueurs, des cinéastes continuent à écrire. L'histoire récente à Hollywood, c'est un excellent exemple des problèmes qui continuent de se produire. Puis il y a encore des scientifiques qui reproduisent. Il y a encore des scientifiques qui continuent à reproduire l'expérience des Clark et qui donnent des résultats similaires, malgré toutes les avancées. Mais en fait, on pourrait faire pareil avec les poupées minces et rondelettes, puis ça serait un peu pareil, malheureusement. Bon. Mais c'est pas la même, c'est pas le même degré, là, quand même. Et il y a des universitaires qui continuent à prétendre que blanc, c'est toujours plus beau. Et en 2011, le magazine Psychology Today avait sur son site web, il y avait un blogueur qui rapportait une étude scientifique en disant que les blancs étaient réellement plus beaux que les noirs. Ça a créé tout un tollé. Le magazine a été obligé de retirer l'article, mais que quelqu'un a pu même songer que ça peut se faire. Psychology Today, c'est de la vulgarisation scientifique, là, mais c'est une grosse affaire. C'est quand même très dérangeant. Ça c'est hier. Ça fait quand même un siècle et demi que les Noirs américains, et d'autres, des Blancs aussi, ont questionné les standards de beauté blancs, et pourtant ils perdurent. Hein? Ils perdurent parce que les catégories raciales perdurent aussi. Que ce soit au service du racisme ou de l'antiracisme, la beauté, c'est une partie intrinsèque de la signification de la race aujourd'hui, aux États-Unis. Et si on veut déconstruire la suprématie blanche, il faut
aller plus qu'au-delà d'élargir nos conceptions du beau, il faut éliminer, dissoudre les conceptions même de la race. On est dans un monde post-racial, mais on n'est vraiment pas rendu là. Et je vous mets la dernière image parce que de ce temps-ci, c'est sorti, puis moi, ça dérange. Beyoncé, bon, qui vient de lancer un vidéo dans lequel elle dénonce tous les fléaux raciaux aux États-Unis, mais en reproduisant dans son vidéo de façon absolument, pas justement dans sa représentation d'elle, mais des femmes dont elle s'entoure, l'idée suprémaciste blanche de ce que doit être le corps d'une femme noire. Et donc, c'est très, très dérangeant. Et voilà. Merci.